Eh ben, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir ce soir à H7. H7, lieu totem du numérique de la métropole de Lyon et accélérateur responsable. On a ouvert en avril 2019, ça fait déjà 4 ans et demi, je te le disais, Yon, qu'on accompagne plus de 70 startups au quotidien et ça fait plus de 200 depuis qu'on a ouvert sur finalement toute thématique. L'important, c'est de les aider sur la croissance et sur l'impact. Et je sais que l'impact est un des sujets qui t'est cher, notamment l'impact environnemental. On pourra en parler ensemble. Je suis ravi de t'accueillir. Moi, je suis Julien Marmoutier, je suis le directeur de H7 et on a pensé ce format qui s'appelle Dans un fauteuil pour justement échanger avec toi pendant 1h15 et découvrir les astuces, les méthodes, les bonnes pratiques que tu vas pouvoir partager et que tu as pu aussi apprendre tout au long de ton parcours. Donc voilà, je vais te présenter rapidement. Tu t'appelles Yon Le Ahualuas, tu es le CEO de Drive Eco et je suis ravi de t'accueillir. Bonsoir Yon. Bonsoir, merci beaucoup, ravi d'être là. Quelques chiffres, quelques éléments de contexte qui, moi, m'ont énormément impressionné. Vous êtes le pionnier français de la recharge électrique. Concrètement, vous opérez le plus grand réseau privé ouvert de recharge publique en France. Et depuis votre création, c'est 1 million de sessions de recharge effectuées sur le réseau Driveco. Et tout ça permet d'éviter 18 000 tonnes de CO2. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? On est d'accord. Et pas seulement ça, mais ces chiffres sont un peu vieux parce que chaque jour, on économise de plus en plus de tonnes de CO2. Aujourd'hui, on doit être aux alentours de 1,4 million de recharges et 26 000 tonnes de CO2 évitées. Combien de personnes dans l'équipe, si on peut compléter ? Alors, aujourd'hui, on doit être 120 personnes. Et pareil, on a des embauches quasiment toutes les semaines. On estime arriver à la fin de 2024 à environ 160 personnes. Donc on a encore 40 recrutements à faire sur l'année prochaine. Et justement, quelle est votre répartition géographique sur l'ensemble des personnes que tu viens de présenter ? Oui, alors donc on a le plus grand bureau à Paris. Le deuxième bureau qu'on a ouvert, c'est à Lyon. Il y a une quinzaine de personnes à Lyon. Après, on est présent dans toutes les grandes villes de France, donc Toulouse, Nantes, Marseille, on vient d'ouvrir, Lille et bientôt Strasbourg. Et on va même au-delà des frontières françaises parce qu'on va ouvrir 3 pays à la fin de cette année, l'Italie, l'Espagne et la Belgique. Et une dernière donnée qui peut quand même paraître importante, c'est 250 millions d'euros levés. C'était quand exactement ? Alors c'était en mai cette année, on va parler de notre activité, mais on est dans une activité où il faut investir beaucoup de capitaux dans les infrastructures parce qu'elles coûtent cher, les bornes de recharge. En plus, le marché demande de plus en plus de bornes rapides qui coûtent du coup encore plus cher. Et pour ça, il faut avoir les moyens de ces ambitions. Et les 250 millions d'euros, nous, on estime qu'il va nous amener à étendre notre réseau aujourd'hui qui est de 5000 points de charge actifs, encore 3000 qui sont en cours de construction, donc 8000 au total. Et les 250 millions doivent nous amener à 60 000 points de charge à horizon 2030. Ça nous fait beaucoup de chiffres, mais tu pourras nous expliquer aussi quelles sont les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé. Oui, donc Drive Eco est né de l'idée de décarboner la mobilité. Donc on sait qu'aujourd'hui, dans le monde entier, le transport émet 25% des émissions de CO2. Et du coup, en 2010, quand on a démarré, moi, je viens du monde photovoltaïque. Donc, j'ai construit des centrales solaires à l'époque. Et en fait, l'histoire est assez marrante parce que je me baladais en voiture thermique, parce qu'il n'y avait pas de voitures électriques à l'époque, ni des bornes. Enfin, il y avait, on va dire, l'ancien modèle de déplacement. J'allais d'une centrale photovoltaïque à une autre, et on sait que les centrales solaires sont souvent dans les lieux isolés. Et je n'ai pas fait gaffe, et je suis tombé en panne d'essence entre les deux centrales. Et c'est là où je me suis posé la question, comment c'est possible que cette voiture, elle manque d'énergie? Pourtant, on a de l'énergie qu'on produit avec une grande centrale d'où je viens. Je viens à une autre grande centrale où il y a plein d'énergie, et là, me voici immobilisé. Et donc, voilà, l'essence et le pétrole, c'est déjà mal qu'on en a, parce qu'on connaît tous les effets néfastes, mais c'est encore pire qu'on n'en a pas. Et du coup, c'est là où l'idée est venue de créer un concept de mobilité solaire. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, on a démarré. Et le concept consistait à se poser déjà la question, si on devait prendre les 1,4 milliard de véhicules thermiques dans le monde et on le convertissait tous en électrique, quel sera l'impact sur le taux de CO2 dans le monde entier? Et on s'est rendu compte qu'effectivement, on va avoir un impact significatif parce qu'on va baisser d'à peu près 50%.
Mais il va avoir quand même 50% de schémas à faire. Pourquoi? Parce que dans 50% des réseaux électriques dans le monde, on produit quand même l'énergie avec des sources carbonées. Et donc, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne en véhicule électrique, donc, on va le brancher en prise, mais l'énergie dans cette prise va venir d'une centrale quelque part. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, dans le monde, il y a beaucoup de charbon, beaucoup de fuel. Donc, à la fin, effectivement, ce n'est pas la voiture qui va émettre les émissions, mais finalement, c'est une grande centrale qui produit plein d'énergie pour les habitats, mais aussi pour les voitures. Et du coup, on a décidé d'aller en Corse. Pourquoi la Corse? Parce que c'est le territoire où il y a le plus de soleil qui est proche du continent. Et c'est là où on a créé notre concept de mobilité solaire qui consiste en une ombrière photovoltaïque qui est ultra design. On a travaillé avec Peugeot pour la construire. Elle produit son propre énergie. Elle recharge jusqu'à 8 véhicules électriques en simultané, tout type de véhicules, depuis le vélo jusqu'aux camionnettes, jusqu'au bus, parce qu'on voulait vraiment une solution universelle. On l'a équipé aussi des batteries, parce qu'on sait le photovoltaïque, ça marche quand il y a du soleil. La nuit, il n'y a pas de soleil. Donc forcément, il faut produire le jour, le mettre dans une batterie et ensuite pouvoir restituer au véhicule pendant la nuit. Parce qu'on voulait pas seulement faire quelque chose d'universel, mais on voulait aussi faire en sorte de flagship pour montrer à quoi ça peut ressembler le futur. Donc on a construit ces deux démonstrateurs technologiques, un à Bastia et l'autre à Ajaccio, qui permettraient du coup de faire le chemin entre les deux villes avec une source 100% décarbonée. Et c'est comme ça que DriveEco est né. Donc c'est dans cette idée qui est devenu un projet de recherche, ensuite de développement, et ensuite un projet commercial. Et par contre, quand on est passé à la phase commerciale, en fait, de déployer ces stations en Corse, c'était le but initial du projet. On voulait faire de la Corse le territoire, on va dire, d'innovation mondiale en ce qui est mobilité propre. Sauf que le temps de retour d'investissement sur ce type d'infrastructure, il est très très long. Et en plus, on sait que tous les sujets liés à l'énergie, c'est des sujets réglementaires, des sujets politiques. Et on n'a pas pu aboutir notre projet, donc on est resté avec les deux démonstrateurs technologiques. Du coup, on s'est posé la question, et on sait dans les startups, on parle beaucoup des pivots. Donc, j'ai vécu plusieurs pivots dans la vie de DriveEco. Et en termes de, on va dire, marché, technologie, mais aussi d'équipe, parce que, on sait ici, on a fait le tour, l'humain est au cœur de finalement n'importe quel projet entrepreneurial. Et donc, on a regardé cette plateforme technologique, pas seulement comme un démonstrateur à déployer sur tout le territoire d'une île ou sur le continent, mais finalement des briques technologiques qu'on peut regarder individuellement, c'est-à-dire la production photovoltaïque, la recharge, le stockage de l'énergie, la gestion de l'énergie, qui est très important. Et finalement, on s'est dit, mais si DriveEco devrait devenir une entreprise rentable, parce que finalement, le but quand même de l'entreprise, c'est d'être rentable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour convertir ce modèle de station ultra design qui est autonome, qui recharge tous les véhicules avec une gestion intelligente de l'énergie, vers des produits qui sont prêts pour le marché d'aujourd'hui? Donc ça, c'était en 2016 qu'on s'est posé la question. Et du coup, on s'est dit, mais on va commencer par ce qui demande le marché aujourd'hui, c'est la borne de recharge classique. Donc on s'est mis à dessiner d'une feuille blanche notre propre borne de recharge qu'on produit toujours ici à Angers. On a produit déjà dans plusieurs milliers d'exemplaires. Et on s'est dit, moi venant du monde photovoltaïque où les clients, le marché demande des solutions clés en main. Parce que d'avoir géré à la fois le génie civil, l'électricité, les logiciels, c'est complexe. Donc il faut des acteurs comme nous, des experts qui sont capables d'embarquer dans nos propres équipes les expertises qui permettent du coup de gérer ces sujets différents. Donc on a dit, on a designé notre propre borne de recharge, on l'a produit en France, donc on a le côté écologique qui est très important pour nous. Et maintenant, on va adresser les propriétaires de parking avec cette solution dans laquelle on va dire, vous n'êtes pas le spécialiste de la recharge, parce que tous les clients qu'on adressait ne sont pas des spécialistes, naturellement.
Donc on disait, on peut vous gérer tout de A à Z, depuis la conception, l'installation, l'exploitation, tous les logiciels de supervision, y compris les applications qui permettent aux conducteurs de véhicules électriques de trouver les bornes, payer la recharge, suivre leur recharge et du coup avoir tous les services qui sont nécessaires pour finalement passer à l'électrique. Du coup, là, on était en 2016, tu racontais les débuts, c'est la solution telle qu'elle existe aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, avant qu'on creuse justement les enjeux qui ont permis toutes ces réalisations, c'est de repartir aussi sur ton point de départ. Et il y a une question que j'aime bien poser, c'est si je posais la question à tes amis, pour te présenter, finalement, là, tu nous as raconté tout ce que tu as développé en termes de solutions. Qu'est-ce qu'ils diraient sur toi, Yon? Qu'est-ce qu'ils diraient pour te présenter? Alors, ce qu'il dirait sur moi, c'est que je suis très déterminé, perfectionniste, donc avec le bon et le mauvais côté de la chose, et quelqu'un qui est très attaché aux détails et au travail bien fait. Je considère qu'on a une seule vie à vivre, et si on le vit, il faut le vivre bien. Donc au quotidien, j'essaie d'apporter des solutions qui ont un impact sur la société. J'aime beaucoup ce point-là, je vais rebondir dessus. Quel est le détail que tu as pu identifier dans l'aventure Driveco qui a fait une différence? Tu vois, est-ce qu'il y a eu un sujet où tu t'es dit, là, il faut qu'on soit super précis parce que ça va faire la différence? Oui, alors je pense que justement, on revient sur le côté clé en main global. Ce que je me suis dit, c'est que si on apporte des solutions de recharge, il faut que ça réponde à un besoin précis et que ça soit complètement fluide pour le client final. Parce qu'il ne faut pas oublier, donc on a démarré en 2010, il y avait 200 véhicules électriques dans toute la France. Là, aujourd'hui, on est à 1,4 million. Donc je suis fier d'avoir apporté aussi ma contribution à cette évolution. Mais ce qu'on voit dans le véhicule électrique, et d'ailleurs je pense qu'il y a certains dans la salle qui conduisent des véhicules électriques, ils vont nous dire forte accélération, c'est génial, conduire en électrique, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'odeur, donc c'est génial comme technologie. Donc, par contre, dès qu'on se pose la question sur la recharge, ça devient galère. On ne connaît pas les prix, on ne sait pas si ça marche, on ne sait pas où trouver la borne. Donc, c'est ça que j'ai voulu faire avec Driveco, c'est de dire que la recharge ne doit pas être un frein, mais plutôt un accélérateur vers la transition vers l'électrique. Donc tu avais une vraie volonté de finalement rendre l'information transparente pour le consommateur et tu penses que c'est un levier d'adoption finalement? Alors l'information transparente sur le prix, la qualité de service. Moi ce que j'ai envie, c'est que quand les clients viennent sur nos stations, quand ils voient le logo Driveco, ils vont dire ça marche. C'est ça la phrase que je cherche. Eh bien écoute, je garde ça pour ta présentation. Une autre question sur ton parcours, justement. Tu es ingénieur spécialisé dans l'aéronautique, pour le coup, et tu as été notamment diplômé de l'université de Georgia Tech. Dans quelle mesure cette formation et ces années passées aux US, elles t'ont permis d'acquérir de l'expérience et des choses qui aujourd'hui font la différence dans ton quotidien? Alors, donc, l'aéronautique, c'est déjà un domaine dans lequel on ne peut pas se tromper parce que le risque est trop majeur. Donc, ça apporte cette rigueur, cette attention aux détails. Après, Georgia Tech, c'est une société qui est très axée sur, on va dire, la pratique d'ingénieur. Donc, on a beaucoup d'expériences de laboratoire qui nous permettent d'être, dès un très jeune âge, dans les technologies de pointe. Et ce qui m'a permis, du coup, de voir beaucoup de choses qui m'ont servi plus tard dans l'industrie. Après, j'ai fini mes études en France, j'ai fait aussi arts et métiers. J'ai pu voir du coup la différence entre les États-Unis, on était très pratique, on est vraiment dans le concret, dans l'industriel, on est à la pointe de la technologie, versus en France, on est beaucoup plus dans la théorique. Et du coup, finalement, de combiner les choses, c'est un bon mix pour moi parce que ça me permet à la fois de me poser les questions théoriques, de réfléchir, mais aussi de se dire que de réfléchir est bien. Et d'ailleurs, il y a certains collègues qui me disent, en fait, si on veut attendre la perfection, en fait, finalement, on ne va jamais mettre des produits sur le marché. Dès que c'est 70% prêt, là, on le met sur le marché et c'est comme ça qu'on avance et on avance avec l'apprentissage. Donc, c'est le côté à la fois théorique, mais aussi pragmatique qui permet on va dire, faire de moi quelqu'un qui a de l'impact dans une industrie de l'avenir, mais aussi des Driveco, d'avoir une société qui apporte des vraies solutions au quotidien des Français.
Justement, tu le disais, tu as un profil extrêmement international. Tu es né en Roumanie, puis tu es venu en France, tu es passé par les US, on en parlait. Il y a beaucoup de fondateurs qui sont, et de fondatrices d'ailleurs qui sont dans les classements French Tech, mais qui ont un profil plutôt français, d'ingénieurs d'ailleurs, et on souhaite d'avoir plus d'ingénieurs femmes à la tête d'entreprises et de startups en hypercroissance. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté, cette multiculturalité, et comment tu l'impulses aujourd'hui dans votre croissance? Alors, je pense que comme le monde devient de plus en plus international, je pense que c'est important quand on dialogue avec une personne, de comprendre d'où il vient. Et c'est comme ça qu'on arrive à communiquer plus efficacement. Et je pense que cette ouverture d'esprit, d'avoir vu plusieurs cultures différentes, avec plusieurs manières de faire différentes, plusieurs, on va dire, mindsets différents, ça me permet d'avoir une plus grande adaptabilité. Et c'est une force qu'on veut. Je parlais du fait qu'on veut partir à l'international. Donc en Italie, en Espagne et en Belgique, il y a des cultures différentes. Donc il faut savoir toujours s'adapter par rapport à l'autre. Et je pense que c'est ça qui est le plus grand valeur que ça m'a apporté. Voilà, ces différents voyages dans le monde. Justement, tu parlais de tous ces pays sur le sujet qui nous préoccupe de l'électrique. Quels sont les pays en Europe ou dans le monde qui sont en avance et qui sont particulièrement sensibles à tes sujets? Alors donc aujourd'hui il y a les pays nordiques qui sont généralement très en avance. Donc la Norvège, en fait, je pense qu'ils ont un taux de pénétration de 80% des véhicules électriques. Donc eux, ils ont fait le pas. La Suède, la Danemark, ils sont très en avance. Le pays de l'Europe du Sud sont un peu moins, sont un peu en retard par rapport à la France. Et la France est quand même aujourd'hui un leader européen de la recharge. En termes de bandes de forte puissance, on est numéro 1 en Europe. Donc la France, je pense que c'est un pays qui peut être fier à la fois de sa politique, mais aussi de son tissu industriel qui permet justement de faire cette transition vers l'électrique de façon accélérée. Bah écoute, merci beaucoup pour ces premiers éléments de présentation et de contexte. Du coup, on remonte un peu dans le temps. On est en 2010, tu dis c'est les débuts. 2016, bah, c'est ce que tu nous présentais aussi. Créer une start-up industrielle, tu le disais, c'est extrêmement difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que ça nécessite énormément d'investissement, ça nécessite aussi de trouver les bons ingénieurs pour développer la technologie. Et vous êtes sur des secteurs technologiques qui sont différents, hein, entre la recharge, le logiciel aussi, tu en parleras. Et il faut fédérer ces talents au cœur des territoires, parce que toi, tu es au plus près du besoin des consommateurs. Par quoi tu as commencé, finalement, pour te dire, OK, je prends un premier sujet, et puis après, il y a eu les sujets d'investissement, mais quelles ont été un peu les étapes importantes? Alors je pense qu'on a commencé très naïvement, comme beaucoup d'entrepreneurs. On s'est dit qu'on a de l'énergie, il y a un problème à résoudre, donc on va mettre en place des solutions. Et c'est là où je revenais sur notre station solaire qu'on appelait le Parasol. Donc là, on voulait prendre les meilleures technologies qui existaient à l'époque en termes de production d'énergie, en termes de recharge, en termes de stockage, et mettre tout ça ensemble pour tester le concept. Et par contre, même pour tester un concept, il faut quand même investir et construire. Donc on a investi nos fonds propres à l'époque. On a aussi été aidé par l'Europe pour mettre en place des démonstrateurs. Mais en termes de talent, du coup, j'ai cherché des personnes qui sont spécialisées à la fois dans l'électronique, dans l'informatique, dans la R&D, on va dire généraliste, dans le design industriel, dans l'électrique. Donc, j'ai recruté des personnes spécialisées dans ces différents domaines, ce qui nous a permis juste de construire le démonstrateur technologique. Et ensuite... Attends, une petite pause là-dessus. Oui. Tu dis que tu as recruté des talents sur des métiers qui sont aujourd'hui en tension. Comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu mets en place pour convaincre des gens qui sont brillants, qui sortent de belles écoles, de belles formations, pour te rejoindre et construire ce démonstrateur? Alors, ce que je lui ai dit, c'est qu'on est en train de faire quelque chose que personne n'a fait. Okay. Donc, si vous voulez faire de l'impossible, vous pouvez le faire chez nous. Ensuite, ce que je demande toujours, c'est un engagement de minimum 5 ans de l'entreprise. Pourquoi? Parce que de construire des objets, ça prend du temps. Il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup d'enjeux financiers. Il y a aussi une courbe d'apprentissage. Donc, on est sur des cycles longs et c'est pour ça que je demande cet engagement. Après, les collègues que j'ai recrutés, parce que j'ai recruté pas mal de personnes de ma vie, je pose toujours des questions, on va dire des réflexions, c'est comme ça que je l'appelle, des analyses critiques, qui me permet de savoir est-ce que les personnes sont capables d'être résilientes et de s'adapter à de nouvelles conditions de marché.
Par exemple, on l'a vécu dans le solaire. Au départ, c'était une industrie qui était en plus forte accélération en France. Après, c'était la plus forte décélération. Donc, il faut savoir être résilient, il faut savoir être créatif. Il faut savoir aussi gérer les cycles industriels et économiques qui font partie de notre quotidien. Donc tu partages la vision et cette ambition qui est débordante de travailler sur une technologie d'avenir, et puis tu essayes de tester aussi les soft skills qui permettent de valider la résilience et cet engagement sur 5 ans. T'en parlais, hein, c'est un des enjeux des startups industrielles, c'est que tu penses un produit aujourd'hui qui sera sur le marché dans quelques années. C'est ça, donc les soft skills, bien sûr aussi les hard skills, parce qu'on doit être expert, quand on fait de l'électronique, il faut être expert du domaine. On teste l'analyse critique. Et après, je considère que dans tous les cas, c'est un engagement mutuel. Donc, moi, en tant qu'entreprise, je dois me vendre, mais aussi le candidat doit se vendre. Et finalement, s'il y a un terrain d'entente et si on peut créer de la valeur ensemble, donc ça, c'est un terme que j'utilise souvent et je pense que c'est très important pour n'importe quel entrepreneur de se poser la question tout au long de développement de son entreprise, au début, au milieu, à la fin, c'est quelle est la valeur qu'on crée versus les autres entreprises. Et du coup, là, c'est la même question. Le talent qu'on est en train de recruter, qu'est-ce qu'il va nous apporter à l'entreprise et comment est-ce qu'il va nous aider à créer la valeur plus que la concurrence. Donc on l'a compris, tu as fédéré cette première équipe pour ce démonstrateur, d'abord sur fonds propres, tu le disais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Quelles sont les prochaines étapes importantes? Voilà, donc excellente question. Donc une fois qu'on a mis en place la démonstration technologique, il fallait passer à la phase commerciale. Et c'est là où j'étais très naïf, parce que je me suis dit, j'ai recruté des bonnes personnes qui ont l'expertise dont on a besoin. En plus, c'est des gens résilients qui sont capables de faire des multimissions. Mais quand on est passé à la stade commerciale, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. L'électronicien voulait continuer à faire de la R&D dans l'électronique, l'informaticien pareil, l'ingénieur en design industriel, il voulait pas faire la logistique, parce que quand on passe de la phase commerciale, du coup, tout d'un coup, il faut trouver des clients. Ensuite, il faut construire, acheter les équipements, les installer, les exploiter. Et je me suis rendu compte que finalement, les personnes ne sont pas si polyvalentes que ça. Et donc ça, c'était une première ouverture d'esprit pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, j'ai changé d'équipe. Donc j'ai proposé à cette équipe de dire que maintenant, la stade R&D est derrière nous. En tout cas, elle est beaucoup plus réduite. Maintenant, il faut qu'on accélère la phase commerciale. Parce qu'in fine, une entreprise doit gagner de l'argent. La rentabilité doit être au rendez-vous. Et donc, pour gagner de l'argent, il faut qu'on trouve des clients, il faut qu'on leur vende des solutions qui fonctionnent et qu'on fait de plus en plus. Et donc là, je me suis mis à recruter une toute nouvelle équipe. Et c'est une équipe qui, d'ailleurs, m'accompagne maintenant depuis quelques années. Et là, j'ai recruté du coup d'autres profils, donc plus commercial, plus gestion de projet, plus exploitation, parce que c'est des métiers quand même différents. Et du coup, sur tes premiers clients, on dit toujours que dans la diffusion de l'innovation, tu as les early adopters qui vont justement te faire confiance et commencer à utiliser ta solution. Quels étaient tes early adopters? Typologie d'entreprise, pourquoi pas répartition géographique? Alors, dans notre tout premier client, c'est Leroy Merlin, le magasin des Beauvais. Et est-ce que le terrain commun qu'on a avec Leroy Merlin, c'est cette volonté de participer à une société plus écologique. Et du coup, on avait des valeurs alignées et on est arrivé avec une solution qui correspond à leurs besoins. Et donc, c'est Leroy Merlin qui nous a fait confiance pour la première fois. Et à partir de là, on a continué à travailler dans la grande distribution. Donc, on a d'autres références, même ici dans la région lyonnaise, on a plein de références. Et après, on était aidé par la réglementation. En fait, en 2018, il y a l'Europe qui a mis un cadre très strict sur le taux de CO2 émis par les véhicules des constructeurs, tous constructeurs automobiles confondus. Et pour ça, il fallait mettre en place, il fallait produire
et du coup commercialiser beaucoup plus de véhicules électriques. Et du coup, les concessions automobiles devaient s'équiper. Et c'est là où on est arrivé avec une offre qui a beaucoup de valeur. Encore une fois, le fait qu'on arrive avec une solution clé en main dans laquelle on gère tous les problématiques de la recharge et le client, donc le concessionnaire automobile ou l'exploitant du magasin peut se concentrer sur son corps de métier. Ça apporte beaucoup de valeur et c'est ça notre secteur d'activité qui nous a porté en 2018-2019. Et après, c'était des hôtels, c'était des entreprises aussi, également des marchés publics. Donc, on a complètement diversifié notre portefeuille à partir de 2020-2021. Et aujourd'hui, on a plus de 1000 stations, donc 1000 clients différents qu'on a adressés sur toute typologie de secteur de marché. Et tu me racontais tout à l'heure que tu avais commencé et puis tu as passé même beaucoup de temps à creuser les tranchées. C'est aussi ça le rôle du fondateur, c'est de comprendre toute la chaîne logistique. Comment, toi, ton métier aussi a évolué avec le temps et quelles ont été les nouvelles sources de satisfaction? Parce que j'imagine quand tu es au début d'un projet, il y a des choses qui te plaisent et puis après, ça évolue vers du management. Comment aussi, toi, tu as évolué en tant que dirigeant et en tant que personne? Oui, donc il fallait construire des démonstrateurs. On était 5 personnes et on devait faire quelque chose d'innovant, quelque chose de customisé, donc jamais fait auparavant. Donc en fait, ma méthode était, on va dire, pas la plus sophistiquée possible, mais en tout cas efficace. C'est que toute l'équipe s'est concentrée sur un sujet. Lorsque le sujet est évacué, on s'est concentré tous sur notre sujet. Donc il fallait faire le plan, du coup toute l'équipe c'était sur le plan. Quand il fallait gérer la construction, on était tous sur la construction. Et effectivement, j'ai moi-même été sur le chantier, j'ai posé des câbles électriques, j'ai posé des panneaux en acier, des panneaux photovoltaïques, donc j'ai fait même des faisceaux électroniques. Et je pense que c'est important, avec le recul, de comprendre fondamentalement comment ça fonctionne. Donc, n'importe quel métier on fait, si on ne peut pas comprendre les éléments les plus fondamentaux, donc par exemple dans la recharge électrique, le plus fondamental, c'est, si on résume simplement ce qu'on est en train de faire, on connecte un équipement au réseau électrique et on prend de l'énergie du réseau électrique pour le mettre dans une batterie d'un véhicule. C'est ça, en gros, notre métier au plus simple. Donc, par contre, il faut comprendre comment le marché d'énergie fonctionne. Comment est-ce qu'on fait la conversion de l'énergie? Comment est-ce qu'on raccorde au réseau électrique? Donc si on ne comprend pas tous ces phénomènes-là, on peut, on va dire, imaginer comment ça fonctionne, mais si on ne l'a pas fait par nous-mêmes, c'est plus compliqué. Et j'imagine que c'est aussi plus simple de déléguer par la suite, parce que tu l'as fait et tu connais un peu le niveau d'exigence qui est aussi très élevé de ton côté, tu nous le disais. Oui, exactement. Donc, qu'on était, comme je disais, qu'on était 5, donc on faisait tous à peu près le même métier. Quand on a dû du coup grandir la société, il fallait effectivement avoir des personnes qui sont spécialisées et auxquelles je pouvais déléguer des tâches. Parce qu'à un moment donné, on peut gérer, on va dire, 5 personnes en direct, mais on ne peut pas gérer 100 personnes en direct. Donc, et j'ai dû beaucoup apprendre sur moi-même, parce qu'au début, comme toute nouvelle chose, c'est difficile. Donc la délégation, ce n'était pas naturel pour moi. Mais effectivement, en recrutant des bonnes personnes, déjà, on a résolu 80% du problème. Ensuite, en expliquant les spécificités de notre métier, c'est encore 10%. Et après, le reste, c'est de la délégation et du contrôle. Et c'est comme ça qu'on arrive à la scalabilité. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Sinon, on va créer toujours des goulots d'étranglement partout. Et on ne va pas pouvoir, du coup, être une machine qui tourne dans un bon rythme, avec le bon rituel. Et donc voilà, tout ça, ce sont des étapes par lesquelles je suis passé. Et j'ai beaucoup appris. Et il y a encore des étapes devant moi où je vais devoir encore apprendre. Mais en tout cas, voilà, c'était ça ma méthode. C'est assez extraordinaire comme histoire, d'autant plus qu'on repart du point de départ. Tu vois encore justement, tu le disais, tu as été impliqué sur des premières actions extrêmement pragmatiques de construction de tranchées, on se le disait. Et désormais, tu es sollicité par l'Élysée pour construire une feuille de route sur ces questions-là. Donc le chemin est assez extraordinaire. Et justement, ça nous intéresse vraiment d'avoir ta lecture sur le marché. Tu disais, c'est un marché qui est quand même particulier. Il y a plein d'enjeux qui sont liés à l'électrification des territoires.
Comment tu pourrais nous l'expliquer, expliquer aussi quelles sont les tendances de fond et les sujets sur lesquels aujourd'hui tu es sollicité par les politiques parce que c'est un enjeu public? Alors, donc, il faut savoir qu'on est en train de parler des transports des biens et des personnes. Donc, on a besoin d'un véhicule. Ce véhicule, aujourd'hui, un véhicule thermique, on sait qu'on doit aller en station essence et faire le plein une fois par semaine, on va dire. Un véhicule électrique, c'est différent parce qu'il n'y a pas un endroit où on fait le plein. Les réseaux électriques sont partout. Les lumières, c'est de l'électrique. Donc on peut potentiellement mettre des bandes partout. Donc ça devient finalement plus comme un téléphone portable qu'une voiture. On peut recharger à la maison, on peut recharger à l'entreprise, dans les supermarchés, dans les hôtels, aux écoles, voilà, au ministère aussi. Donc tous ces lieux deviennent finalement de sources d'énergie pour nos véhicules de transport. Et tout l'enjeu, c'est de donner les bons outils aux bons endroits pour que les automobilistes ils ont une expérience qui est sans frein, frictionless. Et nous, le secteur sur lequel nous on travaille, c'est la recharge du quotidien, c'est-à-dire la recharge soit ouverte au public, soit la recharge dans les entreprises. Mais après, il y a d'autres spécialistes qui sont sur la recharge à la maison. Après, d'autres qui sont sur l'autoroute. Donc finalement, c'est tout un écosystème qui doit travailler dans la même direction pour électrifier tous les territoires. Parce que comme les véhicules électriques sont sur tous les territoires, on ne peut pas se permettre d'avoir des zones où il n'y a pas de bandes de recharge. Et du coup, les discussions, donc si on parle des discussions avec les ministères, l'enjeu c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y a des financements, le bon source de financement qui permet d'une part d'accompagner tous ces différents lieux dans lesquels il faut avoir les infrastructures de recharge, donc la maison, le supermarché, qui porte cet investissement. Est-ce que c'est de l'argent public? Est-ce que c'est de l'argent privé? Parce que dans tous les cas, il faut avoir la rentabilité. Et après, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on maîtrise le coût de l'énergie? Parce qu'encore une fois, j'ai expliqué très simplement notre modèle économique. Notre matière première, c'est de l'énergie. Donc, plus on peut avoir un coût d'énergie bas, plus on peut avoir une recharge basse, de coût en termes de prix pour le client final. Tout en sachant qu'il y a quand même l'avantage des véhicules électriques, il est 3 fois plus efficace qu'un véhicule thermique, donc potentiellement il coûte 3 fois moins cher par kilomètre parcouru, bien sûr au coût des véhicules équivalents. Et du coup les enjeux c'est à quel moment est-ce que le financement public doit intervenir. Donc il y a quelques années c'était quasiment que des financements publics. Maintenant il y a les financements privés qui ont pris le relais. Donc, quand on a fait notre levée de fonds de 250 millions d'euros, donc cet argent, on va l'investir dans notre propre réseau de recharge. Et par contre, quand on investit dans une station, on va regarder aux alentours qui sont les voitures finalement qui vont venir, à quelle fréquence et combien d'énergie ils vont consommer. Donc, il y a naturellement des grandes villes où il y a beaucoup de véhicules. Donc là, on va dire la thèse d'investissement est plus simple que dans les zones où il y a moins de véhicules ou qu'il y a beaucoup plus de maisons individuelles où les gens peuvent se recharger chez eux. Et donc là, les enjeux, c'est comment est-ce que le public peut nous accompagner, nous, sociétés privées, soit sur le prix de l'énergie, soit sur le capital investi, pour que finalement, on a un modèle qui est social et qui est accessible à tous, peu importe les lieux où ils vivent, où ils ont leur voiture. Et justement, tu vois, sur ta vision, on va dire dans un scénario 2025-2030, la répartition des bornes de recharge électrique, pour toi, c'est tous les 5 km, c'est à la maison de partout, c'est dans les entreprises à côté de H7, c'est au centre commercial de Confluence. C'est quoi un bon maillage de territoire pour toi d'ici quelques années ? Alors donc, on fait bien sûr des analyses de marché pour comprendre finalement quelle est l'énergie vendue par secteur. Donc nous, on pense que 80% des recharges vont avoir lieu à la maison. Donc là, il y a un enjeu d'électrification des maisons individuelles, c'est plutôt simple, mais surtout les copropriétés où c'est beaucoup plus complexe. Donc je dirais que 80% des personnes doivent avoir une recharge à domicile.
Ensuite, en entreprise, c'est un autre gros secteur dans lequel il faut se poser la question, finalement, quelles sont les voitures qu'on a besoin d'énergie dans les entreprises. Donc, typiquement, les voitures des commerciaux qui font beaucoup de kilomètres, là, il y a des enjeux de puissance et de nombre de bornes sur ces parkings pour adresser ce besoin. Et après, il y a le secteur de la logistique qui est très, très important parce que pas seulement ils consomment beaucoup d'énergie, mais en plus, ils ont des trajets, on va dire, plutôt bien déterminés. Et ça, c'est un autre secteur sur lequel on doit être présent avec des bonnes solutions. Et là, ils vont plutôt chercher des solutions à forte puissance qui rechargent rapidement le véhicule. Et après, tous les lieux ouverts au public, donc ce qu'on appelle nous les recharges à destination, c'est-à-dire que je vais à un endroit, donc supermarché typiquement, je vais faire mes courses, donc ma destination c'est le supermarché, mais en parallèle, en temps masqué, je vais recharger mon véhicule. Et en fait, chaque secteur a besoin de technologies un petit peu différentes. À la maison, on va être plutôt en technologie low-tech, donc une borne 3 kW ou 6 kW qui recharge, qui fait le plein dans la nuit. Dans les proches des grands axes, où par exemple il y a des taxis ou des gros rouleurs, là il faut des solutions très rapides qui rechargent le véhicule en 15 minutes. Et après, les lieux à destination, là c'est quelque chose entre les deux. Donc on va devoir tous contribuer avec la bonne technologie au bon endroit pour faire en sorte que lorsqu'un conducteur de véhicule électrique se pose la question, qu'il a besoin de cette énergie, il sait le trouver rapidement, au bon prix. Et bien sûr, je reviens sur la phrase que j'ai dit tout à l'heure, que ça marche. Et aujourd'hui, il y a un gros enjeu, justement, en infrastructure qui est malheureusement plutôt défaillante. Donc, je pense qu'il y a 95% des conducteurs des véhicules électriques qui ont dit qu'ils ont rencontré au moins une borne défaillante la dernière semaine. Donc, c'est quand même un enjeu énorme pour tous les industriels en France et même au-delà. Et donc voilà, c'est comme ça que je vois le marché. Et après, on a des spécialistes pour chaque secteur. Et c'est ça être spécialisé permet du coup d'avoir la bonne qualité au bon endroit. Justement, tu le disais, c'est un enjeu qui est énorme, avec une multitude d'acteurs, il y en a de plus en plus. Quelle est ta vision, toi, Yon, de la concurrence? Justement, comment tu l'appréhendes? D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, mais un parcours très international. Aux US, la concurrence, c'est une certaine notion. En France aussi, en Roumanie, je ne sais pas. Mais quelle est ta vision de la concurrence? Comment tu l'appréhendes et comment tu la gères au quotidien? Alors, moi, la concurrence, je considère que c'est pas mon focus. Mon focus, c'est le client. Si j'arrive à comprendre le besoin des clients mieux que les autres, du coup, la concurrence, c'est pas un souci. Et c'est pour ça que je suis très attaché, justement, on parle des différents secteurs de marché, quelle puissance il faut, à quel prix. Donc aujourd'hui, voilà, c'est comme ça que je regarde la concurrence. Et je pense que la concurrence est plutôt saine parce que ça nous pousse à être meilleurs. Parce que peut-être il y a quelqu'un d'autre qui a une bonne idée meilleure que la nôtre. Donc si c'est le cas, ils vont gagner le marché. Nous, ça sert de leçon. Donc on va apprendre, on va faire mieux la prochaine fois. Et après, en termes de concurrence, je vois quand même plusieurs typologies d'acteurs avec des solutions plus ou moins sophistiquées. Il y a les boîtes de oil and gas, les utilities, qui ont une grande base de données des clients, qui essaient d'adresser ces bases de données des clients avec une nouvelle technologie. Par contre, je pense qu'ils sont pas très pertinents, en tout cas défaillants sur la partie technologique. Les applications, ça marche pas toujours. Les bandes sont pas bien répertoriées. C'est pas fluide l'expérience. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel eux, ils doivent travailler. Et après, il y a d'autres concurrents qui viennent plutôt du monde de la technologie, donc plutôt côté customer facing, donc technologie vers le consommateur final. Et eux, du coup, ils sont très bons dans le digital. Par contre, ils sont moins bons dans l'infrastructure. Et après, tu as aussi des boîtes, on va dire, de la construction, du BTP, qui sont très bons en infrastructure, mais peut-être moins bons dans le digital ou dans l'énergie. Et nous, l'enjeu qu'on a, enfin, nous, comme tous les autres concurrents, c'est de conjuguer finalement trois métiers différents.
l'énergie, donc la production, la distribution, la gestion de l'énergie. La construction des infrastructures complexes est très puissante, parce que je ne sais pas si on se rend compte, une bande de recharge qu'on appelle lente, 22 kW, c'est 3 fois ce qu'on a à la maison. Donc 7 kW à la maison, une bande lente, c'est 22 kW. Là, le marché demande des bandes 200 kW, donc 30 fois plus puissante qu'une maison en termes de consommation, juste pour un véhicule. Donc il y a des enjeux de puissance, il faut les maîtriser. Et après, je parlais de côté digital. Donc on va dire secret sauce, c'est justement d'avoir les bons talents qui maîtrisent les sujets très finement et que tous ensemble, on maîtrise la chaîne de valeur qui nous permettra du coup d'adresser le client avec les bonnes solutions. Donc les enjeux, voilà, la concurrence, c'est ça, c'est qu'on doit tous être staffés, être experts dans 3 métiers différents, parce que si on est défaillant sur un, forcément, au bout de la chaîne, il va y avoir un problème. C'est extrêmement clair et du coup je profite de ton expertise aussi pour te poser une question sur la mobilité électrique décarbonée. Donc vous, c'est un levier. Selon toi, quels sont aussi les autres leviers qui nous permettront justement d'accélérer cette mobilité électrique décarbonée avec les objectifs qu'on connaît d'ici 2050 ? Alors donc d'accélérer que la mobilité électrique ou toute... Écoute, faisons tout, ça permettra d'avoir une vision un peu plus globale. Alors donc si on prend le secteur de transport, donc effectivement on a des véhicules particuliers où là on est, on va dire, tous convaincus qu'il faut passer à l'électrique. Et les véhicules particuliers, ça représente quand même, on va dire, 90-95% des véhicules qui sont sur les routes. Mais ça ne représente pas 90% de l'énergie consommée. Il y a à peu près 10 à 20% qui sont les transports, les camions, donc tout cet segment-là, où là, il y a encore, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours la question, est-ce qu'il faut passer à l'électrique pur, c'est-à-dire un véhicule qui a des batteries, qui se branche sur une borne, ou est-ce qu'il faut le faire avec de l'hydrogène? Alors, moi, mon opinion, et d'ailleurs on voit que même le marché me donne de plus en plus raison, c'est que l'électrique est aussi la solution pour ces segments de marché. L'hydrogène est attractif parce qu'on n'a pas besoin de changer d'habitude. Donc on va à la pompe, au lieu de mettre du pétrole, on met de l'hydrogène. Donc en termes d'expérience client, c'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas de technologie parfaite. L'inconvénient de l'hydrogène, c'est très cher. Déjà, une pompe à hydrogène est extrêmement cher parce qu'il y a un niveau de sécurité extrême qu'il faut avoir. Les voitures sont pareilles, sont chères. Et du coup, on est confronté à cette barrière économique sur l'hydrogène. Et si on pense qu'un véhicule électrique n'est pas un véhicule thermique, mais c'est un téléphone portable, on recharge un petit peu partout. Finalement, on n'a pas besoin de faire le plein systématiquement. On peut aller à plusieurs endroits et se recharger un petit peu partout, faire la pointe. Et finalement, ce côté de recharge très rapide est moins problématique. Et en même temps, les technologies de recharge évoluent. Donc, il y a des bandes de plus en plus puissantes. Nous, quand on a commencé, les premières bandes, je parlais en 2016, c'était des bandes 22 kW. On parlait à peine des bandes 50 kW. Aujourd'hui, il y a des bandes 400 kW qui sont monnaie courante. Et donc, finalement, même cette question de temps de recharge et on passe d'être résolue. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, en termes de juste, on va dire, fondamentaux, il n'y a pas de meilleure technologie pour le transport, en tout cas terrestre, que l'électrique. Maintenant, il n'y a pas que des transports terrestres, il y a aussi les avions, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc aujourd'hui, je n'ai pas malheureusement une solution miracle à proposer. Nous, on a fait une petite expérimentation sur l'aérodrome d'Albi avec un avion électrique de formation qui a une autonomie d'à peu près 100 km. Donc voilà, on commence à voir, on va dire, le premier concept, le premier avion vraiment utilisé par le grand public. Mais il y a un enjeu de poids dans les batteries, dans les avions. Donc je ne sais pas si l'avion va être électrique ou à hydrogène. Je pense que là, pour le coup, l'hydrogène peut avoir du sens, technologiquement parlant. Et après, il y a aussi tous les bateaux. Ça, c'est notre secteur de transport. Et là, pareil, c'est un petit peu la même question. Est-ce que c'est l'électrique ou l'hydrogène? Je pense que dans tous les cas, il y aura un mix
en fonction des usages. Donc, comme je disais, sur le véhicule terrestre quasiment électrique, je suis convaincu, le marché, je pense, ça va être de plus en plus convaincu. Sur les autres modes, voilà, c'est encore à découvrir. Et justement, sur les véhicules terrestres électriques, il y a évidemment des besoins qui remontent des consommateurs, tendances de société. Tu as des constructeurs qui accélèrent aussi, la législation, des initiatives et des entreprises comme Driveco. Toi, ta vision d'une mobilité terrestre électrique décarbonée, c'est quoi? C'est 2025, c'est 2030? Qu'est-ce qui te semble un horizon atteignable pour que on renverse le paradigme? Alors, je pense qu'on est très proche. Quand on regarde les autres pays qui ont déjà un taux de pénétration plus élevé que la France, on voit à peu près un point d'inflexion lorsqu'on atteint 5% des véhicules électriques qui sont sur les routes. En France, on est à 2,5, 3% environ. Donc, je pense qu'à partir de 2025, on va avoir une forte accélération. Et dans tous les cas, je suis convaincu que déjà en 2035, il y a l'Europe qui a voté une loi qui s'applique à tous les pays, que tous les véhicules neufs vendus sont décarbonés. Donc moi, j'interprète ça comme électrique juste parce que la technologie, c'est la meilleure pour les déplacements, pour cette idée de déplacement. Et donc si après on prend un cycle de vie d'une voiture d'à peu près 15 ans, on peut raisonnablement estimer qu'en 2050, on sera tous avec un véhicule électrique et on se posera même plus la question de qu'est-ce que c'était le véhicule thermique. On peut, comme on a fait le bascule de, enfin comment dire en français, le carriage, enfin le cheval et enfin au début du 19e siècle, enfin 20e siècle, on est passé de cheval à la voiture. En 2050, ce sera tous en électrique et ça sera, on va dire, longtemps un souvenir, cette histoire dans laquelle on pollue les villes, on pollue enfin même nous-mêmes avec des véhicules carbonés. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce tour d'horizon macro et puis c'est filmé, donc on espère ressortir, j'espère ressortir la vidéo en 2050 en ayant la validation concrète. Tu le disais, d'ici 2030, vous, votre ambition, c'est d'avoir contribué à démocratiser la mobilité électrique. Et puis, il y a deux notions qui sont sur votre site internet que je trouve extrêmement intéressantes. C'est implantation locale, mais déploiement européen. Qu'est-ce que ça veut dire passer du local ici à Confluence à un niveau européen? Alors, donc, le local, ça veut dire qu'il faut avoir des équipes prêtes à déployer des stations localement. Et Europe, ça veut dire qu'il faut que ça soit un réseau qui est cohérent entre les différentes villes pour qu'on puisse faire les trajets du quotidien de façon fluide et en faisant appel à une solution Driveco. Donc c'est ça l'enjeu, c'est à la fois travailler en local, mais avoir la vision globale pour que le réseau s'est construit de façon cohérente, déjà sur un territoire donné, mais aussi au-delà des frontières françaises. Mais justement, ce déploiement et ce passage du local à l'européen, il passe aussi, tu le disais, par la mobilisation de beaucoup d'argent, de beaucoup de fonds. La dernière levée, je le rappelle, 250 millions en mai dernier. Quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé pour réussir à boucler ce tour de table? Quelle a été la réflexion? Tu vois, c'est un sujet qui est super important pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Quels sont les conseils que tu peux nous partager sur cette thématique précise? Alors, donc, pour répondre à cette question, il faut que je revienne un petit peu entre 2016 et 2020. Où je disais Driveco, c'était un fournisseur de solutions. Donc on allait voir, on a parlé de Leroy Merlin. Il nous disait, je souhaite équiper mon parking avec des bornes de recharge. J'ai besoin d'un expert pour mettre en place ces solutions. Donc nous, on avait des équipes, et on a toujours d'ailleurs, qui vont regarder le besoin précis. On va faire la conception de la station, on va l'installer, on va l'exploiter. Par contre, c'est le propriétaire de parking qui nous paye pour cette prestation et du coup on génère des revenus et des profits avec cette activité. Sauf que le marché est devenu plus mature, et quand je dis plus mature, c'est-à-dire plus de véhicules électriques sur les routes, plus aussi de la volonté de payer l'énergie, parce que quelque chose que je n'ai pas mentionné, quand on a démarré, il y avait encore beaucoup de bornes gratuites, donc les premiers conducteurs, même aujourd'hui, je pense qu'il y a même encore des conducteurs de Tesla qui profitent encore de la recharge gratuite sur le réseau de superchargeurs. Donc l'énergie était gratuite à l'époque.
On a vu en 2020, le Covid a changé beaucoup de choses, y compris ce sujet-là. Les gens se sont rendus compte que l'énergie, finalement, c'est la source de la vie et ça a une valeur et ce n'est pas gratuite. Donc, on a basculé du coup d'un modèle gratuit vers un modèle payant. Donc, lorsqu'on combine du coup, plus de véhicules électriques qui consomment de l'énergie, en plus prêts à payer cette énergie, du coup, on voit le revenu se dessiner, pas sur la vente des solutions, mais sur la vente de l'énergie directement au client final. Et nos cibles commerciales, enfin, tout le marché a vu ça arriver. Donc, ils se sont dit, mais est-ce que ce n'est pas le rôle d'un opérateur privé comme nous, finalement, de porter le financement et prendre finalement le risque financier en venant sur mon parking, mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui va payer la station, mais je vais plutôt mettre à disposition mon foncier pour l'opérateur qui va m'apporter la solution que j'ai besoin, mais en même temps, il va investir lui-même et du coup prendre le risque sur le long terme. Donc c'est là, en 2020-2021, on a vu que le marché est devenu beaucoup plus demandeur de notre part de venir avec une solution d'investissement ou de financement. Et pareil, venant du monde photovoltaïque, c'est un modèle tout à fait classique. C'est des opérateurs qui investissent de l'argent privé dans les infrastructures. Et en contrepartie, nous, on demande aux propriétaires de parking de s'engager avec nous sur des longues durées, c'est-à-dire 15, 20, 30 ans. Parce que comme on investit beaucoup au départ et la rentabilité est construite sur le long terme, on a besoin de cette visibilité. Donc c'est là où voilà, le marché a changé. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait, nous, il faut qu'on pivote notre modèle d'un modèle de fournisseur de solutions vers un modèle investisseur-opérateur. Et on a fait notre premier levée de fonds en 2020 justement pour améliorer notre technologie, grandir notre équipe. En 2021, on a eu la chance de gagner, à l'époque, je pense que c'est toujours le plus gros marché des bornes de recharge ouvert au public de France, 3000 points de charge avec l'enseigne Carrefour. Et ce projet-là, c'est DriveEco qui porte 100% de financement. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait, il va y avoir de plus en plus de projets comme ça. Et nous, on veut être toujours le leader de la mobilité, de la mobilité décarbonée, donc de la recharge. Et il faut qu'on se tourne de nouveau vers le marché pour trouver un investisseur qui nous permet d'investir dans notre propre réseau. Et parce que je pense qu'on apporte des solutions qui plaisent aux conducteurs, ces réseaux doivent être françaises, on doit les densifier déjà en France, mais doivent être pan-européens pour que finalement les Européens, peu importe où ils sont, ils font appel à nos solutions. Et donc c'était ça la démarche, c'était le marché qui a évolué, le besoin aussi, et c'est ça qui était, on va dire, le facteur déclencheur des démarrages de la levée de fonds. Donc finalement, tu avais besoin de fonds pour investir dans ton propre réseau et Exactement. pour déployer largement la solution parce que le marché avait évolué. C'est ça, exactement. Et comment, par qui tu commences, tu vois, quels sont les fonds que tu vas aller contacter? Comment t'expliques aussi ce montant et peut-être plus, peut-être moins? Tu vois, on s'interroge souvent quand on voit les montants levés. Oui. Donc, il faut savoir que lorsqu'on s'adresse à des fonds, il y a des fonds spécialisés dans différents métiers différents. Donc, quand on est en early stage, on va plutôt voir des capitalistes, enfin des venture capital, pour nous aider sur cette première phase de démarrage. Ensuite, il y a des fonds d'amorçage, donc il y a différentes typologies. Nous, le fonds qu'on cherchait, c'était des fonds d'infrastructure. Donc, les fonds d'infrastructure, c'est quoi? C'est des fonds qui investissent beaucoup de capitaux au départ dans des projets qui génèrent des revenus, on va dire, récurrents et prévisibles sur le long terme. Donc, c'est ça les fonds qu'on cherchait. Et on s'est fait bien sûr accompagner par des banques d'affaires pour organiser tout le processus de levée qui est quand même très long et complexe parce qu'il faut déjà monter le business plan, donc monter le modèle économique, les trajectoires, où est-ce que tu veux atterrir. Ensuite, faire valider ta structure, donc ta société d'un point de vue technologique, d'un point de vue commercial, d'un point de vue stratégique, enfin, sur tous les points.
Et du coup, d'avoir un dossier solide lorsqu'on s'adresse aux investisseurs. En fait, les investisseurs, dès le premier, on va dire, seconde qu'ils ouvrent le dossier, ils doivent voir quelque chose de très lisible. Et du coup, qu'est-ce qui était lisible? C'était une société qui a construit déjà le plus gros réseau de France, ouvert au public. En plus, on avait un gros projet à financer. Et donc, c'était ultra lisible. On voulait juste faire la même chose, mais à plus grande échelle. Et donc, c'était plutôt nous qui avons sélectionné les fonds dès le départ. Et après, c'était bien sûr un processus compétitif pour avoir les meilleures conditions. Mais en tout cas, on cherchait, on va dire, 3 choses. Des fonds engagés sur le long terme, des fonds ESG, et donc ESG sont environnement, social et gouvernance, et de fonds qui, eux aussi, ils ont cette volonté d'avoir un impact positif sur la société. Parce que à la fin de la journée, peu importe ce qu'on met dans le business plan, parfois on est au-dessus, parfois on est en dessous. Ce qui compte, c'est qu'ils sont là pour nous accompagner sur le long terme, parce qu'ils ont justement cette vision. Et c'est là où on a fait entrer un autre fonds cette année qui partage cette vision. Et eux, leur volonté, c'est de faire des Drive Eco leader européen de l'arrêchage et construire ce réseau le plus large possible qui s'adresse au maximum de conducteurs de véhicules possible. Donc voilà, c'était ça les différentes étapes et c'est ça qu'on cherchait. Et ce fonds, d'ailleurs, on peut le citer, hein, c'est Mirova, ils sont assez extraordinaires aussi dans l'approche. Aujourd'hui, ça se passe bien, j'imagine. En tout cas, peu importe le BP, si on est au-dessus ou en dessous, l'important, c'est de s'engager sur le long terme. Alors, il faut bien sûr être le plus proche des chiffres annoncés. Donc, Mirova est entré en notre capital en 2020. Cette année, c'est le fonds néerlandais APG qui est entré. Donc, aujourd'hui, on a 2 fonds à notre capital. Les 2, comme je disais, c'est des fonds d'infrastructure, des fonds ESG, qui ont la volonté de nous accompagner en investissant du coup notre propre argent dans le réseau. Et avec le recul, 2 questions qui sont liées. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant cette période de levée de fonds et quel est le conseil que toi tu pourrais donner à des entrepreneurs qui aussi recherchent des fonds enfin de l'argent avec des fonds d'infrastructure? Alors, le plus difficile. Je pense qu'il y avait un moment, enfin, il y avait quelques moments difficiles. Comme c'est des cycles qui prennent beaucoup de temps et comme le contexte macroéconomique s'est dégradé, on va dire, pendant notre processus. Il y avait justement cette question de quelle va être la valorisation finalement de la société. Mais honnêtement, je n'étais jamais inquiet sur l'issue positive parce qu'on avait quand même une plateforme qui était unique en France et il n'y a pas beaucoup de plateformes comme ça qui existent et il y a beaucoup plus de fonds que des plateformes comme la nôtre. Donc j'étais très positif sur l'issue favorable de cette levée de fonds. Donc je pense que si j'ai un conseil à donner, si on veut réussir un levée de fonds, il faut qu'on ait on a un facteur différenciant qui est clair, qu'on a un processus qui est lisible et qui finalement on rend les choses très faciles pour les investisseurs et qu'on crée un cadre compétitif. Parce que si on a un produit qui a la valeur, forcément, il va y avoir des fonds qui vont se battre pour nous aider et investir dans ce produit. Donc c'est ça que j'ai envie de dire, d'être sincère, être très transparent et lisible sur les chiffres et avoir un produit qui est suffisamment mature pour être financé. Justement, on arrive à la fin de la conférence. Avant de prendre les questions du public, je voulais te demander quels étaient les sujets qui aujourd'hui sont essentiels pour toi, qui t'obsèdent et sur lesquels tu vas porter votre attention collectivement dans les prochains mois, prochaines années. Alors, donc, il y a 3 sujets qui nous préoccupent. Un, c'est de sécuriser plus de fonciers, c'est-à-dire de nouer des partenariats avec le maximum de propriétaires de parking sur lesquels on peut installer nos stations. L'autre enjeu, c'est de construire ces stations, parce que ce n'est pas évident. Il faut des permis de construire, il faut se recadrer au réseau électrique, il faut s'approvisionner. Je disais, c'est quand même des puissances assez conséquentes donc et un grand volume de projets à gérer. Donc le déploiement, c'est notre enjeu. Et après, le troisième enjeu, une fois que les stations sont en place,
c'est d'attirer le maximum des conducteurs de véhicules électriques vers nos stations versus les stations de voisins. Voilà. Et sur ce dernier point, je rebondis sur ce dernier point, dans quelle mesure les organisations, les entreprises avec lesquelles tu vas travailler, je pense à Leroy Merlin, tu citais cet exemple, sont pas aussi vecteurs de communication pour leurs consommateurs? Tu vois, moi je vais aller chez Leroy Merlin ce week-end et du coup c'est aussi peut-être à Leroy Merlin de me rappeler que c'est un des avantages que je peux avoir en venant chez eux, de profiter d'une borne Drive Eco. Tu travailles avec eux sur cette partie marketing aussi? Oui, tout à fait. Donc, nous, dans les différentes discussions et négociations qu'on a, on souhaite faire des partenaires que moi j'appelle win-win-win. C'est-à-dire win pour nous, parce qu'on va avoir des projets, win pour le propriétaire de parking, parce qu'il va être conforme à la réglementation, il va avoir une solution qui répond aux besoins de ses clients, et win aussi pour le client final, parce qu'on a une solution qui marche, qui est au bon prix. Et du coup, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on collabore ensemble avec l'enseigne pour adresser finalement notre client commun, parce qu'on a exactement le même client, avec des opérations qui sont pertinentes, efficaces et qu'on utilise justement la recherche pour créer un vecteur d'attractivité additionnel vers cette parking. Eh ben, écoute Yann, merci beaucoup. Je vois qu'on a parlé de ton parcours, on a parlé du lancement et des débuts de Drive Eco, du marché aussi, c'est absolument passionnant et de voir aussi comment toutes ces tendances vont être intégrées dans la société et puis des évolutions technologiques qui vont arriver. Quelques conseils pour les entrepreneurs, donc je te propose de passer aux questions du public. Merci encore Yann. Merci beaucoup. Qui souhaite poser une première question à Yann sur un sujet en particulier? Eh ben, merci Thomas. Bonsoir. Sylvana Rocher, merci. Merci, monsieur le modérateur, pour vos questions très présentes, très précises. Et Yon, bravo pour ce que tu construis. Bravo pour cette levée de fonds. C'est no small feat, comme on dit en anglais. Et je me dis, il y a peut-être d'autres dirigeants dans la salle. Et ce serait intéressant de savoir comment toi, tu évolues en tant que leader. Comment tu évolues ton propre leadership pour être un CEO de 20 personnes versus un CEO de 120 personnes ou 160 personnes? Si tu peux nous éclairer là-dessus. Alors, oui, c'est une excellente question parce que c'est un enjeu quotidien. La première chose, c'est qu'il faut faire confiance à ses équipes. Il faut savoir déléguer. Et déléguer, ça veut dire lâcher le contrôle. Parce que la délégation, en fait, j'ai appris, donc il y a 4 modes de management. Il y a le management directif, et c'est assez simple de visualiser. On doit toujours aller d'un point A au point B. Le directif, c'est-à-dire qu'on dit à une personne, tu dois aller là, et voici le chemin à prendre. Ensuite, il y a un management qui est collaboratif. C'est-à-dire, on doit aller de point A au point B. On va plutôt réfléchir ensemble quel est le chemin qu'on doit prendre. Et finalement, on se met d'accord sur le chemin et on va vers la destination. La délégation, il faut se dire, on doit dire à une personne d'aller à ce point-là. Il faut faire confiance qu'il prend le chemin qu'il veut et qu'on ne va pas chaque fois contrôler, et qu'on fait confiance qu'il va arriver au résultat. Donc c'est ça qui est, je pense, le plus difficile, c'est de faire confiance et perdre le contrôle finalement, parce que quand on est 5, du coup, personnellement, j'avais le contrôle surtout, parce qu'on était dans une petite équipe. Là, j'ai plus le contrôle. Par exemple, je ne sais pas sur quoi 120 personnes travaillent au quotidien. Et justement, pour passer cette étape de contrôle à la délégation, ce que j'ai fait à peu près, quand on était arrivé à 40-50 personnes, j'ai mis en place un comité exécutif, c'est-à-dire j'ai défini des métiers, donc métiers commercial, engineering, déploiement, exploitation, et j'ai nommé un directeur de cette verticale auquel j'ai dialogué en permanence, mais j'ai délégué finalement son contrôle vers son équipe, et c'est ça qui me permet du coup de passer à l'échelle. Et là, il y a un autre enjeu pour moi, c'est l'international, parce que sur l'international, finalement, on ne se retrouve pas avec un seul métier dans les différents pays, mais avec tous les métiers, mais combinés sur un pays. Donc là, l'enjeu pour moi, c'est de recruter
une personne qui est à la tête du pays, qui est capable d'avoir cette même démarche que moi, la démarche d'entrepreneur, pour se dire, en fait, je dois, moi, aujourd'hui, faire le commercial, comme je faisais à l'époque, moi, gérer la technique, comme moi, je faisais à l'époque, gérer l'exploitation, etc. Mais demain, de savoir recruter et déléguer cette tâche pour que chaque pays devienne finalement, on va dire, une entreprise qui est contributrice au global et pas comme une branche d'activité séparée. Exactement, c'est ça. Merci pour cette question. Qui souhaite poser une deuxième question? Monsieur, juste ici. Merci Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Vous parliez beaucoup des bornes de proximité. Comment vous gérez les longs trajets? Quelqu'un qui veut aller de Lyon jusqu'à Oslo, par exemple, comment vous leur garantissez qu'avec leur véhicule, ils pourront atteindre à chaque fois une borne disponible? Alors, donc, quand on va faire ce trajet, donc, il faut regarder par où on passe. Donc, on prend généralement l'autoroute. Donc là, l'enjeu, c'est d'avoir des bornes sur autoroute. Mais, comme je disais, l'avantage de l'électrique, c'est qu'on n'est pas obligé d'être à un endroit précis. Donc, nous, pour ce type de trajet, on va chercher des sites qui sont proches autoroute, donc proches de la sortie, et créer des stations à ces endroits, ce qui permettrait du coup aux automobilistes de faire le trajet sans se soucier d'avoir un embouteillage en station sur autoroute, parce qu'en fait, il faut savoir, sur autoroute, en France, il y a à peu près 400 sites autoroutiers, et comme le temps de recharge est un peu plus long que le thermique, ça veut dire qu'on peut avoir une congestion, et du coup, il faut créer ce réseau secondaire qui est juste à sortie des autoroutes pour des véhicules qui ont besoin d'énergie pour les longs trajets. Bonsoir Alex. Bonsoir. Alors j'ai une question peut-être en 2 points. La première, je vais faire référence à H7 qui parle de 0 to 1 et ont lu le bouquin de Peter Thiel. Je veux parler un peu de la concurrence. Quand on entend l'énergie, enfin tout le monde de l'énergie, on a l'impression qu'il y a beaucoup de compétition, mais moi je veux croire que dans le fossile il y a des choses positives. Quand on pense au consommateur final, est-ce qu'on ne peut pas se dire que au lieu de créer de la compétition, c'est de dire on est en train de créer un plus grand gâteau, a bigger cake, basically. Donc on va penser à Alex qui aime peut-être une voiture, je vais peut-être le dire à haute voix, avec essence, des vintage, ou elle préfère une voiture électrique pour certains trajets, et c'est à moi de choisir, excusez-moi, pour l'avenir. Et la deuxième question, qui est plutôt culturelle, je pense, ayant fait cette levée de fonds, est-ce que vous avez plus réfléchi, pensé en anglais ou en français? Alors donc, sur la première question, donc, je suis convaincu qu'aujourd'hui, en termes de demande, elle est plus forte que l'offre, en termes de solutions qui sont solides, qui peuvent adresser ces demandes. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a justement pas assez de concurrents. Et quand je dis pas assez de concurrents, pas en volume, mais en qualité. Et c'est ça l'enjeu, c'est d'avoir des sociétés qui sont intégrés verticalement comme nous, qui adressent le consommateur avec des bonnes solutions. C'est là où il faut que le marché se professionnalise. Et après la concurrence, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas seulement regarder comme celui qu'on essaie de battre, mais parfois on a des intérêts communs. Par exemple, les capitaux qui sont nécessaires pour déployer les réseaux, ce n'est pas 250 millions, c'est des dizaines de milliards. Et si on regarde tout le levée de fonds que la concurrence a fait, et comme nous, on est encore loin des besoins en capitaux pour adresser ces demandes. Donc là, il faut créer des partenariats, je suis convaincu, pour qu'on se répartit justement on va dire le gâteau, mais surtout le rôle, parce que certaines entreprises qui sont focalisées sur la recharge vraiment ultra rapide, nous on va être sur une recharge plutôt mixte, donc on peut être complémentaire sur certains marchés. Et sur la question de français versus anglais, donc moi de 11 ans avant 2 ans, j'ai grandi aux États-Unis, donc c'est là où je me suis formé, je me sens plus américain qu'autre chose. Et
et à titre personnel, j'étais ravi du coup de mener la levée de fonds en anglais parce que c'est plus simple pour moi. Et aujourd'hui, un enjeu de langue au sein de la société, parce que comme on va partir à l'international, donc en Italie, en Espagne, donc là, c'est l'anglais qui va être la langue. Et d'ailleurs, on accompagne mes collègues avec des cours d'anglais, avec une plateforme anglaise, parce que je considère que c'est le rôle de la société d'accompagner les collaborateurs dans cette transition et dans cette expansion qu'on est en train de vivre. Question, monsieur, qui est ici. Bonjour, merci. Très intéressant, très enrichissant. Merci. Je travaille pour un pôle de compétitivité pour la mobilité, transport de personnes et de marchandises, donc beaucoup de choses de ce que vous dites résonnent. On est au sein d'une communauté, le H7. J'aimerais savoir auprès de qui ou avec quelle communauté vous êtes alliés, un syndicat, des associations, des regroupements d'entreprises, pour vous aider, pour trouver les bonnes pistes, pour connaître les marchés, pour trouver les bons partenaires industriels, ce qui devait être une sacrée étape aussi. Voilà, déjà cette première question. Donc effectivement, on est membre de plusieurs associations du coup de notre secteur. On est devenu un membre de l'AVER très tôt. Il me semble cette année, on est devenu aussi membre de Charge Up Europe, qui regroupe tous les opérateurs de recharge au niveau européen. On est aussi dans les associations de la grande distribution, parce que ce sont des clients qu'on veut adresser. Donc quand on fait des choix d'association, on va regarder est-ce que nous, on peut contribuer quelque chose. Donc dans la VR, dans le Charge Europe, c'est le cas, parce qu'on est professionnel du secteur. Ou est-ce que l'association peut nous aider, nous, dans la conquête commerciale. Et après les associations, il faut qu'on puisse aussi pas seulement s'inscrire, mais aussi investir du temps. Donc le temps, c'est toujours la ressource la plus rare. Donc lorsqu'on choisit les associations auxquelles on participe, il faut que ça soit pertinent pour nous sous les deux angles. Il faut aussi qu'on se pose la question, est-ce qu'on a le temps de dédier ou est-ce que ça ne va pas plutôt devenir une source de distraction pour nos équipes? On est tout bon pour les questions? Eh ben, une petite dernière question pour toi, Julien. Toujours sur la phase de passage à l'échelle et l'industrialisation, j'entends beaucoup d'acteurs qui sont, après le prototypage ou après la démonstration, dans une recherche de passage à l'échelle et d'un acteur industriel qui va pouvoir leur apporter la solution d'industrialisation. Beaucoup sont confrontés au fait qu'en France, les acteurs ne sont pas en mesure d'assumer une perspective industrielle très grande, se tournent vers des acteurs européens autres qui, pays plus à l'Est, peuvent proposer ça plus facilement. Comment vous êtes démené pour trouver un Français qui a réussi à prendre considération de l'ampleur et vous dire moi j'assumerai et je serai là et on va faire ça ensemble? Alors, donc, je pense qu'on a eu un peu de chance parce que c'est un acteur, donc le fonds Mirova, c'est un acteur qui investit aussi dans l'énergie photovoltaïque. Donc, comme on vient du monde photovoltaïque, on travaillait déjà avec eux sur ce secteur. Et quand on a créé le concept de mobilité solaire, ils ont trouvé ça génial depuis le départ, mais ils n'avaient pas les outils pour investir dans DriveEco. Donc, ils ont mis quelques années pour avoir les bons outils. Et une fois qu'ils ont l'outil, du coup, c'était en évidence qu'il fallait nous accompagner justement dans notre croissance. Et une fois que l'outil est en place, il faut aussi qu'eux, ils croient dans le marché. Et entre le moment où ils ont dit que l'idée est géniale et le moment où ils ont investi, aussi le marché qui est devenu plus mature. Et ça aussi, ça a beaucoup aidé l'investissement. C'était une très belle question de conclusion. J'en profite évidemment pour te remercier, Yon, pour ce temps passé ensemble. Je remercie également les équipes qui ont rendu ça possible et qui nous ont permis de t'accueillir ce soir. Et puis on a un petit temps de cocktail juste dehors pour justement échanger avec toi en direct et puis continuer de se connecter. Merci encore, Yon, et à très bientôt. Merci beaucoup.